Nous sommes ici au musée d'ethnographie régionale de Bergerac. En 1993, il y a eu la Félibrée, début juillet. Donc en accord avec les musées de la ville, on a organisé l'exposition Fer et fonte du Périgord, histoire de retracer une certaine production, surtout d'objets domestiques produits en Périgord. Vous avez certains cuviers, certaines zoules, modèles de la forge des Eyzy, avec les anses paillées, modèle de la forge de Tursac. Il faudra toujours regarder la couture centrale, toujours très explicative. Celle-ci a une petite histoire parce qu'elle est restée en place jusqu'en 1991 dans les dépendances de l'abbaye de Cadouin. Donc quand on arrive à savoir où l'objet a été fait, où il a été utilisé, c'est quand même un petit plus. C'est un patrimoine, on va dire, qui est devenu local, mais qui a été exporté, surtout certains gros cuviers aux colonies d'Amérique. On a fait aussi beaucoup de plaques de cheminée, dont un grand nombre est parti en Allemagne ainsi qu'en Hollande. Bon voilà, 15 heures, on en parlera. Vous restez avec nous, parce que ça va être au moins tous les ans, je vous rappelle. Alors ça chauffe pas vite. Les artistes, les œuvres, que vous verrez. Encore une fois, je vous précise que c'est important de bien le faire. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour le folklore. C'est-à-dire que ce sont leurs métiers. Les métallis, ce sont des gens de Saint-Aubin-le-Lanquet qui ont eu l'idée, en voyant dans les archives qu'il y avait eu beaucoup de forgerons, maréchal ferrand, serruriers, de faire une manifestation en faisant venir des artisans qui travaillent en public. Il n'y a pas de revendeurs. Donc il y a des ferronniers, des serruriers, couteliers, il y a des fondeurs. Donc là, il y a mal. Et le zinc provoque une réaction à la flamme au fumée qui est très toxique. Et puis voilà, ça fait des flammes jaunes, d'or, c'est magnifique. Mais voilà, donc pas mal de maîtres travailleurs qui travaillent sur une technique ancestrale, donc il applique tout ça. La vallée de la Dordogne, surtout la vallée de la Vézère, sont extrêmement riches en minerais de fer. L'agriculteur, à chaque labour, recueillait les blocs de minerais. Certains font 300 kg, d'autres sont beaucoup plus petits. Cette industrie du fer, avant le haut fourneau, c'était le bas fourneau, mais jusqu'à la fin du XVe siècle, la fabrication était lente, fastidieuse, donc très onéreuse. Là, nous avons la restitution d'un bas fourneau de type antique. Mais ce modèle a fonctionné jusqu'à la fin du XVe siècle. C'était l'époque où on faisait le fer, mais d'une manière assez fastidieuse, lente et coûteuse. Il fallait avoir des gros soufflets pour faire monter la température, mais on n'arrivait pas aux 1500 degrés du haut fourneau. On arrivait à 800 1000 degrés. On mettait à l'intérieur du minerai, de la castine, du charbon, en couches successives. Au bout de quelques heures, ça se liquéfiait d'une façon assez grossière. Une fois que l'opération était finie, il fallait ouvrir le bas fourneau pour récupérer la loupe de fer. Mais c'est une loupe de fer avec beaucoup d'impuretés. C'est plus vraiment du minerai, c'est pas encore vraiment du fer. Et on peut le laisser dehors, ça ne s'oxyde pas. Ça a été réutilisé après dans les hauts fourneaux, mais c'était pas valable. Nous sommes ici à Saint-Avit-de-Vialard, proche de la région du Bug, où il y avait également des forges, la forge haute et la forge basse du Bug. Mais ici, c'est du minerai de fer. Comme on n'avait pas besoin de fer de puits d'extraction, le minerai de fer affleurait partout. Donc on s'en est également servi dans la construction. Et c'est toujours intéressant de voir, lorsque les maisons sont ravalées, les taches noires par rapport au calcaire jaune. Et ici, il y a beaucoup de minerai de fer dans la construction. Les dirigeants des métalliers ont fait des recherches aux archives pour essayer de trouver les armoiries de la ville. Ils ont choisi un écusson qui pouvait symboliser le site. Pour faire un écusson, c'est comme pour faire une plaque de cheminée. Il faut faire une matrice qui peut être, si c'est que quelques exemplaires en bois sculpté. Donc une fois que la matrice est faite, il faut l'imprimer dans le sol.
Une fois qu'on le sort du sol, on a l'empreinte en creux. Il faut imprimer ça dans un sol gras, c'est une terre argileuse, sur laquelle il faut mettre un agent de démoulage, parce qu'il ne faut pas que la matière aussi adhère trop. Disons que pour la réalisation de cet écusson, c'est une technique ancestrale qu'on faisait même dans l'Antiquité. De l'élaboration et fabrication des objets fabriqués spécialement par les artistes. Alors Didier, bien sûr, maréchal Ferrand, est en train de ferrer, donc il a bien que le sabot épouse le fer épouse donc la forme du sabot. Combien d'éléments 1 euro, c'est 1 euro le cheval, le fer. Il y a un concert par les artistes qui sont présents aujourd'hui sur le métallique. Ah, il n'y a rien d'accroché. Venir résonner dans vos oreilles. Les métallis, c'était du bronze, donc le bronze se coule beaucoup plus facilement parce que la fonte, il faut 2 fois plus de température. De la municipalité de Saint-Aubin-de-Lanquet, dans le cadre... Le bronze, ça refroidit beaucoup plus rapidement si c'est des petites pièces. Plusieurs heures après, ou parfois le lendemain ou le surlendemain, on va le sortir. Et sur la périphérie, il faut ébarber, parce que fatalement, il y a toujours des imperfections. Et puis là, maintenant, avec certaines machines et tout, si c'est du bronze, on peut arriver à faire même un écusson poli. Il y a l'exécution du blason. Alors parfois, il y a quelques imperfections, mais on va dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, un écu ou une plaque de cheminée. Au XVIe siècle, lorsqu'on a pu liquéfier le fer en direct grâce à la technique du haut fourneau, nous, on avait tout ce qu'il fallait. On avait le bois pour faire le charbon de bois et on avait surtout le minerai. On avait les cours d'eau pour actionner toutes ces matrices. On avait la matière première pour faire de la fonte de fer. Nous sommes ici à la forge de Savignac-Lédrier. Elle a été construite au début du XVIe siècle, on va dire sous François Ier. Donc grâce à la force hydraulique, on avait tout pour concasser le minerai et actionner aussi les soufflets pour mettre en température le haut fourneau. À Savignac-Lédrier, il n'y avait pas de carrière de minerai. Le minerai, ils allaient le chercher dans la région d'Exideuil et dans la région de Saint-Orse. Et c'était des ouvriers paysans qui, à chaque labour, le récoltaient et qui, à la mauvaise saison, vendaient leur minerai et se louaient à la journée pour la période de fondage. Le processus de fabrication, c'était surtout en période hivernale. Donc il fallait déjà faire beaucoup de moules, utiliser les agriculteurs locaux qui ne travaillaient pas en janvier, février, mars ou qui travaillaient moins. Il faut plusieurs jours pour mettre le haut fourneau à température, mais une fois que le métal est liquéfié, il faut continuer à en mettre sur le gueulard. Et donc ça fait les 3-8 avant l'heure, parce qu'une fois que c'est commencé, ça peut durer des semaines. Donc il faut que les ouvriers se relaient et fassent le maximum d'objets. Donc il faut penser aussi qu'on avait affaire aussi à des modeleurs qui faisaient beaucoup de gabarits. Et bien, au XVIe siècle, il y avait une forte demande de fer forgé et d'objets en fonte de fer. Donc le gros de la production, c'était des canons, boulets de canon, coulevril, mortier. On a fait des gueuses. La gueuse, c'est très facile, on fait avec un sarcloir des rainures dans le sol et on fait des lingots en fer forgé qui après peuvent être retravaillés par les mages Réchal Ferrand et les taillandiers. On a fait des objets domestiques. Oui, là, nous sommes devant les gros cuviers. Vous en avez un ici qui est hémisphérique avec un couladou pour verser. Celui-ci vient du château de la Gaubertie à Saint-Martin-des-Combes et possède les initiales du propriétaire, ce qui est intéressant. Donc ça, ces gros cuviers sont restés quand même, on va dire,
en grosse quantité sont restés dans la région. Par contre, ici, nous avons le cuvier, lui, qui est hémisphérique, qui se fait en 4 tailles différentes. Et là, on va dire que 90% de la production est partie aux colonies d'Amérique pour la raffinerie de canne à sucre. Voilà, on va demander à ces messieurs dames de venir nous rejoindre. Il vaut mieux être derrière que devant. Hein. Alors voilà, donc le canon, ça a été quand même, on va dire, un poumon très important pour les forges du Périgord. Parce que pour préciser, le fer et la fonte du Périgord, surtout le fer, les minerais de fer étaient déjà reconnus par Jules César. Et nos canons en fonte étaient beaucoup plus costauds que ceux du Nivernais. La durée de vie était limitée, mais ils explosaient moins que ceux des voisins. On a fait venir un des 2 maîtres fondeurs de cloches qui est venu avec ses équipiers. Ils avaient fait la matrice en terre et le samedi après-midi, ils ont fondu une cloche de 135 kg. Nous sommes venus avec le moule de la cloche qui a été fait à la fonderie chez nous à Orléans. Donc nous avons 140 kg de métal dans le creuset, dans le four, que l'on va sortir, que l'on va emmener à l'endroit où est le moule enterré. Le moule est enterré 1 mètre sous terre, avec de la terre fortement serrée autour pour éviter à la pression du métal d'écarter le moule qui automatiquement changerait la note, le diamètre et le poids de la cloche. Ah, descendez un peu, descendez. Allez, c'est juste, c'est bon. Et le lendemain, dans l'après-midi, on l'a sorti de son moule. Si ça avait été une cloche de 500 kg ou d'une tonne, il aurait fallu attendre plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, quand ce sont des cloches qui font 20 ou 30 tonnes. Oui, voilà. Alors cette cloche, ensuite ils l'ont ramenée chez eux pour faire le tournage intérieur pour la sonorité. Et en fonction du timbre, si on mange un petit peu plus de métal à l'intérieur, on change entre le do, le sol, le mi, on arrive à avoir une sonorité parfaite. Au XVIIIe siècle, d'autres forges, surtout les Anglais et les Allemands, ont utilisé de la houille. Malheureusement, on a continué à travailler au charbon de bois, ce qui fait que nous, on était au fait pendant 200 ans, et après, ça a été le total déclin, et la plupart des forges ou des fonderies ont cessé d'exister. À Savignac-les-Driers, c'est la seule forge qui soit quasi complète. La plupart des autres, il ne reste qu'un morceau de fourneau. Ça a fonctionné jusqu'en 1929. Maintenant, c'est classé monument historique et c'est en cours de restauration.